Bonsoir Olivier Bobineau. Bonsoir. Vous êtes sociologue des religions, c'est comme ça qu'on dit. Sinon, j'ai une autre appellation, vous allez me dire celle que vous préférez, spécialiste du lien social et des religions. Oui. C'est pas incompatible. Et de la laïcité. Et de la laïcité, effectivement, vous avez un parcours plein. Hein. Vous formiez à une époque les imams de France. Oui, chez les curés. Oui, La voilà. laïcité de la République. Voilà. Puis vous avez fondé un cabinet d'études et de conseils axé sur la laïcité. Vous avez publié l'an dernier Notre laïcité ou les religions dans l'espace public. Bon, je vous présente pas les deux professeurs, vous les avez... Si, allez, je vous les représente. Anne Anglès, prof d'histoire géo au lycée Léon Blum de Créteil, et Philippe Poitrelot, professeur au lycée Jean-Baptiste Corot, sciences économiques. Et social. Et social, très important. Fondamental. Alors nous parlions de ça, comment dire, comment raconter, expliquer, éclairer ce qui s'est passé aux élèves. Vous avez entendu la fin de leur conversation, hein, 7 minutes de silence jeudi dernier, et le travail pédagogique autour de ça. Est-ce que les enseignants, d'une façon générale, une fois qu'on leur a imposé, et non pas demandé, 7 minutes de silence, avaient, estimez-vous, Olivier Bobineau, les armes pédagogiques pour efficacement et sereinement parler de ce qui s'était passé ? Oui, parce qu'ils connaissent leurs élèves, mais non, en aucun cas, parce que quand on traite du fait religieux et du régime de la laïcité, ça suppose une mise en perspective historique, conceptuelle, connaître l'ensemble des acteurs, connaître les philosophies des uns et des autres, et je crois que le vrai problème, c'est comment au ministère de l'Éducation nationale, on a pu décider cette consigne de l'imposer, parce qu'une fois que c'est imposé aux collègues, du primaire et du secondaire, ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Vous pensez que c'est une erreur de l'imposer, de l'avoir imposé ? C'est une erreur de l'avoir imposé sans avoir pris la température. Les collègues du primaire et secondaire sont les vrais thermomètres de cela. Quelle est La température de quoi ? la température du choc des émotions. Pourquoi ? Parce que je pense que depuis 1989, qui est le grand changement, l'année tournant, le grand adversaire de 1945 à 1989, c'est le barbu rouge, c'est le bloc de l'Est, ce sont les pays communistes. On le sait tous en sociologie, en anthropologie, pour se construire, on a une identité pour, une identité contre. Là, il n'y a pas de problème, c'est le barbu bolchevique qu'on voit dans les manuels de collège, avec le couteau ensanglanté. Seulement, pas de bol. Ça remonte à 1920, quand Ouais. même. Vous faites Oui. sourire Anne Bien Anglaise, sûr, là. Hein. mais bien sûr. Mais je vous rappelle, moi j'ai étudié les manuels dans le cadre des premiers travaux que j'ai faits sur l'enseignement de l'adversaire, à la suite de l'anthropologue et sociologue Yves Barrel, grand professeur à Grenoble. Il était très remarquable de voir que dans tous ces manuels, on avait précisément un bouc émissaire. Un bouc émissaire. Seulement en 89, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une substitution de grands barbus. 5 février 89, un monsieur qui s'appelle Yalatola Romini, qui a été accueilli en 1979 en France, je renvoie vers la chanson de Trust préfabriquée, 1979. Neufle-le-Château. À Neufle-le-Château, où il avait de charmantes femmes avec lui et des coupes de champagne. La parenthèse est fermée. Et donc, quand à un moment donné, le 5 février, il lance la fatwa, il devient l'adversaire, précisément de la liberté d'expression. Puis ensuite, mars-avril, il fête ses 10 ans. Il est entouré de femmes au tchador. Puis ensuite, on a créé le 3 septembre. 3 jeunes femmes vont porter le voile. Qu'est-ce qu'elles portent comme voile ? Évidemment, le tchador. C'est du moins comme cela qu'on le définit et qu'on le dit. Et on le dit comme ça parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Bien sûr, il y a 40 voiles en islam. Autant qu'il y a 40 sensibilités dans le soufisme, qui est la mystique spirituelle de l'islam. Et donc, quand on arrive le 9 novembre, chute du mur de Berlin, le grand récit qu'est le communisme, pour des générations, qui a fondé l'identité pour et l'identité contre de certains, eh bien s'effondre. C'est-à-dire la déflagration aussi, on l'a vu par la suite, de tous les partis communistes d'Europe. Mais c'est aussi le grand adversaire qui s'effondre. Et j'en veux pour preuve... Vous parlez devant un prof d'histoire. Voilà, et ben j'en veux pour preuve les élections partielles législatives. Il y en aura 3, le 24 novembre 1989. Que va-t-il se passer ? La chose suivante, c'est que le Front National va faire campagne et va gagner notamment à Dreux. Alain Decaux raconte un peu. Sur un élément, merci, parce que je prends ça comme un compliment. Bien sûr, vous pouvez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce n'est plus le bolchevique, ce n'est plus l'ennemi du Front National, ce n'est plus cela. Précisément, c'est le barbu vert
substitution du grand barbu. Et depuis 90-91, le GIA, le FIS, Actualité internationale, où on montre le barbu terroriste, il est terroriste, ça va durer 10 ans. En sciences politiques, on appelle ça les 10 années rouges, 1991-2001, les Twin Towers. Après, il y a le débat, par exemple, en France, sur l'identité. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement, Olivier Bobineau, que... C'est le bouc émissaire. Voilà. C'est le grand adversaire. Pour se construire, aujourd'hui, soit on est musulman, c'est une chose, soit on est anti-musulman. C'est le grand adversaire contre lequel... Attendez, je peux faire de la complicité puisque j'ai un peu de temps. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a affaire à des adolescents... Un peu de nuance aussi, peut-être. Bien sûr. Ouais. Quand on construit son identité, que vous êtes adolescent, et que les grands récits, le capitalisme, qui devait réduire les inégalités, a échoué. Je vous renvoie vers le crack d'octobre 87. Que le progressisme, la technologie, la science, c'est 86, Tchernobyl. Que le grand récit communiste qui a fondé des générations d'engagement, de militance, s'effondre. Qu'est-ce qui reste ? Dans la place, il reste ce qu'on appelle les dispositifs spirituels pour construire son identité. Que par rapport à cela, cette génération-là de Beurre, précisément, eh bien, elle est en quête d'estime de soi, d'équité, justice sociale, et d'une vision peut-être nouvelle, ce qu'on appelle une espérance politique et religieuse. Ça tombe bien. Il y a à un moment donné un islam politique qui, depuis la révolution iranienne 1979, est disponible. Et à partir de là, on voit progressivement des besoins et il y aura une offre. Philippe Ouetrelot. Oui, moi je voudrais rajouter 2-3 dates. D'abord... Non, parce qu'on n'en avait pas assez encore. Oui, on n'en avait pas assez. Mais juste très rapidement, et ça se termine en 5, elle aussi. 95. Khaled Kelkal. On se rappelle les attentats de 95. Et juste après, la traque, qui était très semblable à ce qui s'est vécu là, on a publié des entretiens d'un sociologue allemand qui interviewait des jeunes de banlieue et qui avait interviewé, comme ça, à cette époque-là, Khaled Kelkal, c'était en 92, je crois. Et ce qu'on lit là, c'est quoi ? C'est des paroles d'un môme qui dit, voilà, moi je me sentais pas à ma place au lycée, je me sentais complètement exclu, etc. Et à l'époque, il a, mais vraiment, tout du môme de banlieue un peu perdu. Et 3 ans après, ça devient un terroriste. Et ça a considérablement interrogé à l'époque. 2005, juste 2005, les émeutes de banlieue, pareil. À ce moment-là, tout le monde se dit, plus jamais ça. Il faut construire l'école d'après. À chaque fois, il y a eu cette interrogation. Alors, je veux pas sombrer et à chaque fois, on a échoué. Et alors, je veux pas sombrer dans le pessimisme, mais moi, j'ai pas envie qu'on ait la mémoire courte. J'ai envie qu'on se rappelle de ça. On va passer à maintenant. Comment faire ? Mais d'abord, une question de Mehdi Méclate. Si on peut bien le... Voilà. J'ai un ami à moi qui a probablement mon âge, environ 22 ans, et qui m'a dit cette semaine, le terroriste, ça aurait pu être toi ou ça aurait pu être moi. Vous, qu'est-ce que vous répondez à des élèves qui peut-être vous ont dit ça cette semaine ? Et est-ce que ça aussi, c'est pas une réflexion pertinente ? Foutue bonne question. Oui. Philippe Ouetrelot. C'est une conjonction quelquefois de hasard, quoi, de prof qui va écouter, de prof qui va tendre la main, qui va faire qu'à un moment donné, on va pas basculer aussi. C'est ça, c'est-à-dire un prof qui assume, par exemple, sa fonction d'éducation et qui va pas rester dans la pure instruction, la pure discipline scolaire, etc. C'est très, très, très ténu tout ça. Anne Anglès, la réflexion de Mehdi. Oui, mais elle est désarmante et en même temps... oui, tu aurais pu, ça aurait pu être toi, mais justement peut-être réfléchir à qu'est-ce qui fait que ce n'est pas toi et pourquoi toi tu n'as pas basculé. C'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir parce que l'école elle ne fait pas tout non plus. Non, elle fait pas tout. Il y a la famille oui. Et la famille aussi, c'est un lieu de socialisation, de transmission de valeurs et c'est pas toujours. Enfin, je crois faut pas sombrer non plus dans la paranoïa parce que je lis des choses en ce moment. La famille ne joue pas toujours contre l'école. Moi, je vois des parents qui viennent et qui sont extrêmement respectueux. Et c'est pas des parents qui revendiquent une identité religieuse ou une origine ethnique. C'est des parents qui viennent et qui attendent de nous qu'on les accompagne dans le processus éducatif qu'ils sont en train de mener. Et ça me paraît important. Puis il y a la rue. Voilà. Et il nous reste 5 minutes. On va essayer de savoir comment ne pas laisser passer la chance, me semble-t-il, qui s'offre là. Il y a un pays rassemblé comme jamais. Quel est le rôle de l'éducation nationale ? Olivier Bobineau, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ?